Vous écoutez Horizon, un podcast sur les personnes exilées au sein du Grand Lyon. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast sur les migrations où nous explorons les nuances et les différentes thématiques liées à ce sujet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Béatrice Giblin, géographe spécialiste de géopolitique et professeure émérite des universités et également fondatrice de l'Institut français de géopolitique. Dans cet épisode, nous plongerons dans le vaste océan de la terminologie des migrations. Des thèmes tels que réfugiés, migrants, demandeurs d'asile et bien d'autres encore sont souvent utilisés de manière interchangeable dans les médias et le discours public. Mais que signifie-t-il réellement ? Quelles sont les nuances et les implications derrière ces mots ? Derrière migrants, il y a un peu une inquiétude. Peut-être qu'autrefois, ce n'était pas aussi net. Je pense que maintenant, il y a quelque chose d'une inquiétude derrière migrants. Je pense que le discours de l'extrême droite y est pour beaucoup, bien évidemment. Et puis migrants, il y a un adjectif qui arrive assez vite qui est clandestin. Comme si tous les migrants étaient des clandestins. Et puis c'est cette idée aussi que ça arrive en nombre, et puis qui viennent de loin, qui viennent d'un ailleurs, qui nous est vraiment étranger. Je pense que... alors ça, c'est une représentation. Je ne dis pas que c'est la représentation de tous les Français, de France et de Navarre, qui parlent de migrants. Mais je crois que cette représentation-là est assez prégnante aujourd'hui. Il suffit de voir la campagne électorale sur l'Europe. C'est pas qu'un phénomène français. On le voit en Allemagne, on le voit en Espagne, on le voit en Italie. Mais migrants, ça recouvre tout type, on va dire, de sous-ensemble de ce qui sera migrant. Les réfugiés, c'est un statut très spécifique, très particulier, qui est clairement défini en droit international. C'est quand même une définition qui est reconnue par 145 pays, donc ça a du poids. Il n'y a pas tout à fait 200 pays à l'ONU, mais donc 145, ça veut dire que ça compte. Et que c'est une convention donc, qui date de 1951, qui a été signée à Genève, et qui s'applique partout dans le monde. Alors, mais les réfugiés, ils n'ont pas commencé en 1951. Il y a eu des réfugiés dès l'Antiquité, on avait des réfugiés. Toujours, ouais. Bon, voilà. Mais sous l'Antiquité, c'était le protecteur qui décidait de prendre sous son aile la personne qui était menacée ou extradée ou qui l'affranchissait. Enfin bref, il y avait plusieurs possibilités. Au XIXe siècle, dans le mouvement des nationalités en Europe, qui a été très important, puisque c'est le début du démantèlement des empires, il va y avoir à ce moment-là des réfugiés, des gens qui vont être obligés de partir pour des raisons politiques, parce qu'ils sont en désaccord avec le régime en place, ils veulent de la démocratie, ils veulent un parlement, donc on va avoir un mouvement qui va être assez important en Europe de réfugiés qui vont aller se réfugier, se protéger pour des raisons politiques. Ça existe au XIXe siècle. Ça n'a pas encore ce statut qu'on aura plus tard en 1951. Un autre mouvement important, ça a été après la Révolution russe. Vous avez beaucoup de Russes dits blancs qui ont quitté la Russie par hostilité au communisme et qui se sont retrouvés réfugiés et très souvent apatrides. Parce que je crois que c'est en 1922, Lénine leur a annihilé leur nationalité russe. Donc ils se sont retrouvés apatrides, ce qui a été un nouveau statut, si vous voulez, à ce moment-là. Et il y a eu un passeport adapté aux apatrides pendant un moment. Et puis 1951, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de population après la Seconde Guerre mondiale, de déplacements, des frontières qui bougent. Et donc là, on a pensé qu'il fallait, après les horreurs de la guerre, mettre en place un statut
commun, reconnu, et qui est la fonction très importante de ça, donc c'est pour des raisons politiques, mais surtout, une fois qu'on est accueilli dans un pays, on ne peut pas être extradé. Vous ne pourrez pas être renvoyé dans votre pays d'origine. C'est ça qui donne le statut de réfugié politique qui est important. Après, il a évolué ce statut qui vient d'abord pour les dissidents politiques. Vous savez qu'aujourd'hui, il recouvre des situations qui sont plus sociales ou sociétales que politiques. L'homosexualité, l'excision chez les filles, voilà, ça s'est considérablement, ça s'est assez fortement élargi. Alors, tout le monde, dans tous les pays, on n'a pas forcément la même attitude vis-à-vis de cette évolution du statut de réfugié. Il y a des pays où ça va être accordé plus facilement, des pays où ça va l'être beaucoup moins. Donc cette définition universelle au départ, on voit déjà qu'elle peut parfois être appliquée avec des nuances, on va dire, en fonction des régimes politiques. Il est évident que quand vous avez une Mélanie en Italie, la notion de réfugié politique ou de réfugié, on va dire pour des raisons sociales, va être plus stricte dans son application que quand vous avez un régime, on va dire, sociodémocrate ou plus accueillant. Donc vous voyez, il faut déjà être un peu prudent là-dessus. Alors le demandeur d'asile, c'est celui qui n'a pas encore le statut de réfugié. Il est en stand-by, si j'ose dire, pendant quelques temps, pendant quelques mois. On essaye de réduire ce temps-là le plus possible, qu'on instruise son dossier, qu'on sache s'il répond à un certain nombre de critères, parce qu'une fois qu'on a ce statut de réfugié, ça donne des droits. Faire venir son conjoint, faire venir les enfants, c'est quand même des enjeux qui sont tout à fait essentiels et importants. Donc il faut savoir où on met vraiment vers quoi on va et toute la difficulté qu'il y a beaucoup, et si vous travaillez un jour à l'OFPRA ou autre, que vous pourrez constater, c'est tous les gens qui viennent pour des raisons économiques, qui ne sont pas considérés comme venant pour des raisons politiques. Mais qui sont dans des situations parfois de discrimination, mais il faut encore qu'ils arrivent à le prouver. Ils sont généralement partis sans emmener le dossier bien propre, bien net, ou s'il est parti que le dossier n'est pas arrivé, évidemment, compte tenu de tout ce qu'ils ont vécu. Ce qui fait que c'est pas toujours si simple de dire, faire le tri, oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors, il est évident que tous les demandes en ce moment pour l'Afghanistan, des Afghans qui arrivent en France, sont à peu près tous obtiennent le statut de demandeur d'asile sans difficulté, bien sûr. On l'a vu aussi pour des Syriens au moment de la guerre civile. Voilà. Donc il y a des circonstances qui font qu'on essaye effectivement d'accorder largement, mais toujours après enquête et instruction du dossier, le statut politique. Pour les Albanais aujourd'hui, c'est déjà bien plus difficile. Il y a des demandes pour obtenir ce statut. Là, la France va se montrer plus critique, en disant non, vous n'êtes pas forcément en danger chez vous, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Enfin voilà, c'est un peu normal qu'on y regarde d'un peu près aussi, si vous voulez. Voilà. Et puis, vous m'aviez demandé aussi, l'étranger. L'étranger, c'est celui qui est né à l'étranger, mais qui peut vivre en France, mais qui n'a pas demandé la nationalité française. Donc, voilà, il garde le statut d'étranger, mais il est dans toute l'égalité, et voilà, il n'y a pas de problème. Après, il peut faire la demande de la nationalité ou pas. Comment l'utilisation des mots peut influencer la perception du public ? Quels sont les défis liés à une utilisation correcte et précise de la terminologie ? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à inventer de nouveaux mots pour parler des personnes exilées en France ? Il y a une représentation positive du réfugié, dans la grande majorité des cas. Il y a une petite minorité qui va dire oui, ils utilisent ce terme-là pour passer pour des victimes, mais en fait, ça n'en sont pas. Vous savez, des gens qui pensent ça. Je ne pense pas du tout que ce soit la majorité. Au fond, la nuance et la complexité demandent du temps. Et que dans un monde tel que le nôtre aujourd'hui, où l'immédiateté est quand même très puissante, et
on ne prend pas vraiment le temps de bien expliquer pourquoi ce statut, d'où il vient, comment, voilà. Et ce terme de migrant, il est facile, il est court, et il a pris une place médiatique qui est énorme. Et il n'est pas facile de revenir et de recanaliser tout ça. Et puis parce que aussi... En plus, dans les migrants, il y a des statuts qui sont un peu différents. Il y a le regroupement familial. Les familles qui arrivent, c'est des familles migrantes. Elles arrivent, mais elles vont être toutes en légalité. Si le mari et le conjoint est là depuis quelque temps, il a le droit de faire venir sa femme et ses enfants de moins de 18 ans. Bon, on sait bien tout ça. Mais ils vont être perçus comme des migrants. Ça va même loin, parce que on va penser des jeunes Français dont les parents sont venus d'Afrique subsahélienne ou même du Sahel ou du Maghreb, à la 2e ou 3e génération sont encore très souvent perçus comme étrangers ou presque comme migrants. Pas tout à fait migrants, mais en tout cas comme étrangers sûrement, ce qu'ils ne sont pas. Et ils n'ont jamais vécu parfois dans le pays d'origine des grands-parents ou des parents. Alors avec les avions et low cost, on y va un peu plus, mais néanmoins, ils n'y ont plus forcément de grandes attaches. Donc c'est vrai que, compte tenu de la situation politique, parce que je pense que c'est la situation politique qui fait la représentation, si vous voulez. Moi, dans ma jeunesse... il y avait très peu de migrants. Moi, j'étais en province. Calais, qui est devenue une ville où justement les migrants et les étrangers posent des problèmes politiques réels, mais il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Donc on n'en parlait pas parce qu'il n'y en avait pas. Donc le rapport aux migrants dans la province française, sauf Marseille. Parce que Marseille, c'est un port d'entrée, bien sûr. Bon, vous connaissez ça très bien. Mais ailleurs, non. Et vous voyez même la montée, la percée du Front National dans une ville comme Calais, il n'a percé qu'à partir du moment où on a eu ce qu'on appelait la jungle, le camp de Sangatte, organisé par Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Donc c'est le début des années 2000. Mais dans les années 80-2000, il n'y avait pas du tout un vote Front National. Ça n'existait pas. Il avait même du mal à trouver des candidats, par exemple. Bon. Donc on voit bien que pendant longtemps, ça n'a pas été un problème. Même si la France est un pays d'immigration depuis très longtemps, puisque c'est un pays qui va maîtriser sa démographie très tôt, presque dès la fin du XVIIIe, assurément au XIXe, donc on manque de main-d'œuvre. Donc de toute façon, il va y avoir appel de la main-d'œuvre. Moi qui suis originaire du Nord, dans les mines ou dans les industries textiles, c'était des Belges nombreux qui venaient travailler, puis des Polonais. Et voilà, c'est un pays, nous sommes un pays d'immigration. Alors pas à l'échelle des États-Unis peut-être, mais néanmoins, on dit toujours qu'il y a un quart des Français qui ont au moins un grand-parent étranger, ce qui est effectivement beaucoup. L'Italie, puisqu'on l'évoquait, c'est aussi très intéressant. Grand pays d'émigration, aux États-Unis particulièrement, devenu un pays d'immigration, avec tous les problèmes que ça pose. Parce que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, si vous voulez, la rapidité avec laquelle les gens sont confrontés à une arrivée nombreuse à certains endroits. À l'échelle de la France, ça ne représente pas énormément, mais dans certains endroits, oui, ça représente beaucoup, avec des modes de vie, ou des cultures qui sont quand même différentes. Et c'est pas simple. Moi, je dis toujours, il ne faut pas jeter la pierre à des gens qui... moi, je prends l'exemple de Calais, qui est une ville pauvre. Calais est une ville pauvre. Quand des migrants piquent dans leur petit jardin, la table et les chaises en plastique qu'ils ont achetées à Carrefour ou à ce que vous voudrez, qui représentent un investissement
peuvent sembler pas énormes, mais pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est beaucoup. Et qu'on leur prend pour qu'ils aillent, eux, s'asseoir et s'installer dessus, on ne peut pas demander à ces gens-là de se montrer grands, beaux, généreux. C'est pas sérieux de tenir ce discours-là. Les No Borders, à mon avis, ont une responsabilité dans parfois cette montée du Front National, soi-disant avec les meilleures intentions du monde. C'est des gens pour qui c'est des petites maisons vraiment très très modestes, et cette présence migrante massive a entraîné vraiment une chute du foncier, tout au moins dans certains quartiers. Et pour eux, c'est une douleur réelle. Il faut savoir l'entendre. Et moi, je comprends très bien que la maire actuelle, qui est de droite, fasse ce qu'elle peut pour que ça ne se réinstalle pas et qu'elle ne reconfronte pas sa population à des difficultés très, très importantes. Donc vous voyez, je suis très mesurée là-dessus. Je comprends très bien la sympathie qu'on puisse avoir. Et il y a des gens remarquables qui font un travail d'association fabuleux, c'est incontestable. Mais il ne faut pas penser que les migrants sont nécessairement des gens gentils, bien élevés. C'est d'une violence. La pauvreté est violente. La souffrance est violente, et ce sont des gens qui souffrent beaucoup, qui se sont terriblement endurcis et qui sont prêts à tout pour pouvoir atteindre le but qui est l'Angleterre, si je reprends l'exemple de Calais. Donc c'est être confronté aux migrants en situation dure de souffrance, c'est douloureux. Et je crois qu'il faut, si on veut rendre le migrant mieux accueilli, il faut savoir entendre ça. Je pense que la grande majorité des Français ne sont pas des gens racistes. La très grande majorité d'entre eux. Et dès qu'ils sont à un contact direct et qu'ils connaissent, ils vont se montrer plutôt accueillants. Ce qui me fait dire ça, si vous voulez, c'est l'attitude des Français après les attentats du Bataclan et les attentats de juillet 2016. Franchement, après les attentats du Bataclan, on aurait pu s'attendre à des choses beaucoup plus dures dans le cadre de la société française. Mais ça ne s'est pas si mal passé que ça. Hein. Et il faut le dire. Et je crois qu'il faut insister là-dessus, plutôt que d'être toujours dans la culpabilité. Ah, ils ne sont pas accueillants, ah, ils sont égoïstes, ah, ils ne sont pas généreux, c'est pas vrai. C'est faux. Mais admettre que ça pose des problèmes. C'est pas la peine de faire comme si ça n'en posait pas, parce que ça sert à rien de nier. Bon, une forme de délinquance. Alors, il ne faut pas dire que ce soit les étrangers et délinquants. Non, ce ne sont pas des étrangers. Mais les enfants issus de l'immigration en Seine-Saint-Denis dans le trafic du cannabis sont quand même plus nombreux que ceux, je ne sais pas moi, d'un quartier du 7e arrondissement de Lyon. Où, on va plus les trouver à Vaux-en-Velin ou à Vénissieux, si je cite deux communes, ou du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. Plus de chances de les trouver là que... Voilà, c'est pas la peine de faire comme si c'était pas vrai. Alors on dit, oui, mais ça touche toutes les couches de la société. Oui, enfin, sauf qu'il y en a des qui sont plus touchés que d'autres et qui subissent les conséquences de ça de façon beaucoup plus durement. Voilà ce qui a, à mon avis, contribué beaucoup à dégrader l'image du migrant. Le nombre, sur un laps de temps relativement court et qu'il ne faut pas nier. Et alors, ils viennent avec des raisons tout à fait valables. Regroupement familial, études, migration de travail. La grande majorité des gens qui arrivent, je crois que c'est 250 000 à peu près étrangers par an, qui arrivent, ils arrivent en bonne et due forme. Bon, puis après, il y a ce qui n'est pas en bonne et due forme, toujours difficile à évaluer, 40 000, 50 000, qui va être régularisé au fil de l'eau, sans bruit, ce qui me semble de loin la meilleure solution, parce qu'ils viennent pour travailler, on en a besoin, et ce n'est pas eux qui posent problème. Ce sera peut-être, et pas forcément tous, bien évidemment, une partie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants qui, en situation d'insatisfaction, de frustration, de discrimination, de tout ce qu'on veut, peuvent dériver vers un argent facile qui est lié évidemment au trafic. Du coup, vous avez parlé de cette image de vague migratoire, d'invasion massive
qui envahit la France. Donc c'est très présent dans la presse, dans les médias. Donc vous pensez que les Français, les Françaises se sentent menacés du coup par l'immigration? À quel niveau Oui, c'est une question importante. Je ne dirais pas les Français se sentent. Mais enfin, quand je vois que Bardella fait 32% dans les sondages à un gros mois des élections, puis si j'ajoute Reconquête Marion Maréchal Zemmour, on arrive quand même à des choses qui sont du 37%, et puis il y a un ou deux ou trois qui traînent, on arrive à pas loin de 40%. Ça, je dois dire que ça m'interroge beaucoup, et ça irait dans le sens de votre question en disant, que pensent les Français Alors, je crois qu'en fait, c'est pas 40% des Français qui sont persuadés de la submersion, je ne dirais pas ça, mais qu'une partie des Français. Comment une idée comme le grand remplacement trouve un écho de quelque chose qui est sur le plan scientifique un non-sens. Vraiment. S'il y a une chose qu'on peut dire dans la démographie, c'est une fois que les enfants sont nés, toutes les projections démographiques à partir d'enfants qui ne sont pas encore nés s'avèrent très souvent peu justes. Or, là, on constate quoi? Que si ils font les primo-arrivants vont faire 4, 5, 6, peut-être 7 enfants. C'est possible. Les enfants de ces familles-là, eux, en font déjà beaucoup moins, voire peut-être pas du tout. Et ça chute extrêmement rapidement. Et cette transition démographique, elle est valable à l'échelle du monde. À partir du moment où les enfants ne meurent plus, il n'y a aucune raison d'en faire énormément. Tant que la mortalité infantile est très très élevée, vous faites un enfant, il ne va pas vivre très longtemps, 3 mois, 6 mois, mourir avant 1 an, vous pouvez en refaire un autre, voilà. Puis parfois, il ne meurt pas, donc ça vous fait beaucoup d'enfants. Puis la vaccination, puis des tas de choses. Mais on voit bien que ça baisse. Ça reste élevé que dans certains pays, le Niger, c'est un dont on parle, ou alors on fait beaucoup d'enfants pour des raisons religieuses. Alors là, c'est autre chose, c'est du militantisme. C'est les juifs orthodoxes intégristes, c'est une partie de la population palestinienne qui peuvent encore avoir énormément d'enfants, par exemple, ou dans certains quartiers de Téhéran. L'Iran est l'exemple même d'un effondrement démographique. La population est sur une pyramide encore comme ça, c'est-à-dire que la proportion de jeunes en âge de faire des enfants est évidemment très majoritaire, à l'inverse de la nôtre. Donc c'est des populations qui vont encore grandir, mais plus parce qu'on fait 6, 7 enfants. Donc cette idée du grand remplacement sur des familles qui sont arrivées ici et qui vivent dans les conditions de santé, d'hygiène, plus ou moins de logement, mais enfin quand même la plupart sont logés de façon à peu près correctement, elles n'ont aucune raison de faire des enfants. Parce que l'enfant coûte dans les sociétés développées. Il fait des études, il faut les habiller, ils ont des activités, enfin, ils ne rapportent pas. Au pays du tiers-monde, ils rapportaient les enfants. Ils gardaient les vaches, les moutons, ils allaient chercher du bois, ils vont chercher de l'eau, ils ramassent des choses dans les champs, ou ils mendient en ville, bref. En fait, l'enfant ne coûte pas. Chez nous, l'enfant coûte, bien évidemment. Et du coup, et puis on s'imprègne toujours du modèle dans lequel on est. L'imitation fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut éviter les phénomènes de concentration. Parce que ces phénomènes de concentration entraînent le maintien d'un mode de culture et de mode de vie qui peut être, pour partie, en décalage avec le reste de la société dans laquelle vous appartenez, bien sûr. Et donc je pense que c'est une des raisons de ces représentations que vous évoquez sur la submersion et tout, c'est parce qu'on a fait de grosses erreurs au moment du regroupement familial. On n'a pas joué la carte des femmes. C'est-à-dire que ces femmes sont arrivées, les maris étaient déjà là en France depuis longtemps, souvent, pour plusieurs d'entre eux, les femmes sont arrivées
On a fermé ce phénomène de noria où les hommes venaient travailler 5 ans, 6 ans, 7 ans, repartaient, c'était le cousin qui venait, le frère, etc. Mais ça permettait une circulation, ils envoyaient de l'argent toujours, mais ils ne s'installaient pas. À partir du moment où on a fermé les frontières à cause du choc pétrolier, ils se sont dit on ne repart plus, parce qu'on ne pourra pas revenir. Et on ne pourra pas envoyer le cousin, on ne pourra pas envoyer le frère. Donc on reste. À partir du moment où ils restaient, ils ont fait venir leurs femmes et leurs enfants, bien sûr. Et cette population qui est arrivée, je veux dire, on ne l'a pas accueillie comme on aurait dû le faire, c'est-à-dire leur apprendre à ces femmes le français, les codes de comment on se comportait. Elles se sont retrouvées avec la culture de leur village, la religion telle qu'elle était pratiquée dans leur village, quand même très conservatrice, et leur cuisine, ce qu'elles savaient faire, ce qu'elles faisaient, puisqu'elles ne pouvaient plus travailler au champ, elles ne pouvaient plus rien. Et ce qui a donné un pouvoir aux enfants qui, eux, maîtrisaient la langue française, parce qu'ils étaient à l'école, et qui sont devenus les intermédiaires. Alors il y a des familles où ça s'est très bien passé, il y a des familles où ça s'est beaucoup moins bien passé. Et ça, on doit toujours jouer les femmes, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous trouvez qu'on peut parler d'une recrudescence des préjugés et des stéréotypes en France ? Ça voudrait dire que ça a eu, puis que ça a pu être, et que c'est nouveau. Les Algériens qui venaient en France, surtout après la guerre d'Algérie, parce que c'est ça le plus étonnant dans le cas de la France, si vous voulez, c'est qu'il y avait déjà beaucoup d'Algériens, ils sont arrivés dès la fin. D'abord, ils ont été combattre à la Première Guerre mondiale, ils sont, pour certains d'entre eux, venus reconstruire la France après la Première Guerre mondiale, certains d'entre eux sont restés là, ont travaillé dans les usines, et c'est là que la réflexion politique sur la nation se met en place. C'est dans le contact avec la puissance coloniale à l'extérieur de l'Algérie que la prise de conscience politique se fait. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, ils vont être nombreux à venir travailler. C'est le démarrage économique du rattrapage de la France, grande puissance à la veille de la Première Guerre mondiale, terrassée par la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas eu un autre pays qui a été aussi touché que la France pendant la Première Guerre mondiale. Village rasé, ville détruite complètement, bon voilà. Et on recommence avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été difficile de remonter tout ça. Donc il y a eu cette main-d'œuvre, il y a beaucoup d'hommes jeunes morts ou estropiés. Bon, donc il a fallu amener de la main-d'œuvre étrangère, et avec des combats internes aux Algériens pendant la guerre d'Algérie très très durs, entre le MNA et le FLN. Et ce qui a été inattendu, c'est que cette population n'est pas rentrée en Algérie après l'indépendance. Parce que la situation économique était pas bonne, et plus que ça, les combats de l'indépendance sur la terre algérienne ont été très vite menacés par ceux qui étaient à l'extérieur, les combattants de l'extérieur, dont Boumedienne, qui a été le leader de l'Algérie très longtemps, étaient en Tunisie ou au Maroc, les uns ou les autres. Et c'est l'armée de l'extérieur qui a pris le pouvoir sur l'armée de l'intérieur. Donc la France a accueilli les combattants qui lui ont mené la vie dure entre 1954 et 1962. Et ils sont revenus ici pour se protéger, sinon ils étaient liquidés. Donc c'est une histoire compliquée. Et en plus, la situation économique, parce que c'est un pays mal géré, voilà, et ils sont sur la rente, on va dire, de la guerre d'Algérie et du pétrole, les deux réunis, empêche ce pays de se développer. Donc on continue à avoir sans arrêt des vagues de gens qui veulent venir en France, parce que les liens entre la France et l'Algérie sont très, très, très étroits, très forts. Et cette situation qui est paradoxale vous met dans une situation compliquée. Parce qu'au fond, vous n'avez pas tellement envie d'être là, mais vous ne pouvez pas rester chez vous. Et puis ceux chez qui vous êtes, ils n'ont pas tellement envie de vous voir non plus. On peut comprendre qu'il y ait des tensions. Donc je ne dirais pas forcément, pour revenir à vous, une recrudescence avec... J'essaye simplement d'expliquer comment des conditions politiques, et que j'appelle moi géopolitique, des rivalités de pouvoir, des représentations contradictoires, rend la situation difficile et compliquée.
Donc, c'est pour ça que je suis parfois agacée quand on dit que la France n'est pas généreux, qu'ils n'accueillent pas. Non, c'est pas vrai. On est, je crois, l'un des pays les plus généreux qui soit à l'échelle, franchement, à l'échelle du monde. Véritablement. Vous pensez que la terminologie peut jouer un rôle dans la lutte contre la stigmatisation des personnes exilées et aussi pour faire penser aux Françaises et Français et aux personnes étrangères en général que la France est un pays accueillant ? Est-ce qu'ils ont vraiment tous l'impression que la France est un pays pas accueillant ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Alors, vous en avez qui vont trouver que c'est pas bien, qu'on ne fait pas assez, qu'on... Bon. Et bien sûr. Mais je pense que pour ceux qui sont un peu lucides, qui veulent bien regarder les choses, le fait qu'ils puissent être soignés, que les enfants soient à l'école, y compris pour des gens qui sont sans statut, hein, les enfants vont être scolarisés. Je ne suis pas certaine qu'ils voient forcément la France comme un pays pas accueillant. Ou si c'est le cas, alors il y a un vrai travail à faire pour la comparaison. Hein. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Bon. Et vous savez, moi, quand j'avais mes étudiants, j'avais beaucoup d'étudiants d'origine du Maghreb, parce que j'enseignais à Saint-Denis, j'en avais beaucoup, et que parfois ils me tenaient un discours sur la France, et je leur disais toujours, attendez, moi, je suis obligée d'émigrer en Algérie, je pourrais obtenir la nationalité algérienne si je ne suis pas musulmane ? Ah non, vos parents musulmans, ils ont la nationalité française. Ah oui, c'est normal. Hein. Et qu'il y a des choses qu'il faut dire. En France, on accorde la nationalité. Donc, donner la nationalité, accorder la nationalité, et c'est un immense privilège qui n'est... Faites la carte des endroits où on donne la nationalité. Et vous verrez qu'à ce moment-là, ça va frapper les gens. Le fait de pouvoir devenir citoyen. Ah ouais, citoyenne de seconde zone, discriminée, etc. De temps en temps, j'avais ces discours-là. Je disais, mais attendez, on va reprendre un peu. Qui est arrivé en France ? Vos parents, vos grands-parents ? Alors, c'était où les grands-parents, les parents ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Bon, j'en avais, les parents, ils étaient analphabètes, les deux. Quel courage de la part de leurs enfants, et quelle valorisation pour eux. Mais ils étaient quand même à l'université pour faire des études. Ce qui n'est pas si fréquent. Hein, les études en France sont quand même pas chères. Donc je pense que, franchement, je pense qu'il serait très utile, politiquement très utile, et je crois juste, de calmer le jeu sur l'absence d'accueil, l'absence de générosité, sur la discrimination, c'est-à-dire tout sur les aspects négatifs, pour essayer de valoriser les aspects positifs qu'il y a. Parce que moi, je reste persuadée que 80% de cette population migrante qui finit par s'installer s'insère, s'intègre, garde sa culture pour partie, bien sûr, mais bon, s'imprègne, on va dire, d'un mode de vie, de la culture dans laquelle... voilà, c'est comme ça. Politiquement, il serait important de calmer le jeu, et je crois qu'il y a vraiment une stratégie des extrême droite comme extrême gauche, qui est une stratégie de polarisation de la société, comme on le voit aux États-Unis, sur laquelle joue absolument la Russie, qui intervient sur les réseaux sociaux de façon permanente pour diviser, fragiliser dans une stratégie politique à laquelle s'ajoute celle des frères musulmans. Voilà. Et on est à un moment dangereux, fragile, et c'est pas le moment de jouer avec le feu. Pour recentrer, là, pour conclure, dernière question, est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une déshumanisation des migrants, notamment dans la façon dont l'information est traitée, par exemple, dans les médias ? Bon, ça dépend quels médias. Hein. Si vous regardez CNews, bon, d'accord. Les médias, moi je dis attention. Alors, il y a un vrai problème qui sont les réseaux sociaux, ça c'est sûr, et que mais dans les réseaux sociaux, chacun peut se faire sa bulle. Hein, mais je ne mettrai pas tous les médias dans le même paquet, vous voyez, parce qu'on va prendre Blast, qui est aussi un média YouTube et tout, et ils essayent mais qui regarde ça ? C'est ça le problème. Et moi, je ne crois pas à la submersion.
Je pense que la France est parfaitement capable, les Français, d'intégrer toute cette population. En revanche, c'est vrai qu'il y a une forme d'insécurité et de délinquance qui pèse au quotidien, c'est sûr. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter un mot pour conclure ? Il faut garder confiance. Il faut garder confiance dans un... La France a une grande histoire. C'est pas n'importe quel pays, c'est une grande histoire. L'Italie a eu l'Empire romain. Voilà. Et ça, c'est très loin, mais ça reste. Excusez-moi, quand vous allez en Italie, la présence de l'Empire romain, de ce que ça a représenté. Je disais toujours aux étudiants, encore une fois, mais quelle chance on a eu d'être colonisés. Alors ça Madame Gibelin, comment vous pouvez dire ? Mais je dis, mais attendez, heureusement qu'on a été colonisés par les Romains. Vous voyez pas le temps que ça nous a fait gagner. Je dis, on était encore vraiment dans nos villages de Pisé et de Chaume, et eux, ils construisaient des villas formidables, ils avaient organisé l'espace. Je dis, mais quelle chance, ils nous ont donné du droit, etc. Vous voyez pas les choses comme ça. Je dis, mais la colonisation peut être une chance. La colonisation, c'est la prise de conscience. L'Algérie n'était pas une nation avant l'arrivée de la France. Des tribus qui s'affrontaient constamment. Comment... Alors, ils ont payé cher, je ne dis pas que ce soit l'idéal, c'est pas ça. Mais tout processus... Alors ça, s'il y a une chose du marxisme dont on doit se souvenir, tout processus est contradictoire. Voilà. Et je pense que moi, la France a la force j'allais dire, de s'enrichir de ces cultures différentes. La nation française d'aujourd'hui, c'est pas celle des années 60, c'est pas celle des années 30, c'est pas celle de 1900, mais c'est la France d'aujourd'hui. Pour ça que si nous avons notre chanteuse franco-malienne qui chante à l'ouverture des Jeux, ce sera formidable. Comme ça a été une grande chanteuse noire qui a chanté au bicentenaire de 1989. Jessie Norman, drapée dans une robe bleu-blanc-rouge, ça avait une allure phénoménale. Et Dieu sait que ça a hurlé en disant que c'est la dernière des choses. Donc, dernier mot, gardons confiance. Merci de nous avoir reçus et merci pour cette interview. Merci. Merci à vous. Horizon est un podcast créé à Lyon par des volontaires prodiges, un programme de service de coopération au développement. Ce projet est cofinancé par l'Agence française de développement, l'Agence du service civique, la ville de Lyon et la métropole de Lyon.